Je m'appelle Rhonda Marks, et si quelqu'un m'avait dit qu'un jour mon propre fils m'enverrait un cadeau destiné à mettre fin à ma vie, j'aurais traité ça de folie. Mais en ce matin de fête des mères, j'ai ouvert ma porte d'entrée pour trouver un colis qui m'attendait. Une élégante boîte noire, lourde dans mes mains, portant le genre d'élégance que l'on attend de quelque chose de rare et de cher. À l'intérieur se trouvait une magnifique bouteille de whisky en édition limitée gravée de mon nom, et à côté, une lettre pliée dans une écriture que je ne pouvais pas confondre. C'était de Quinton, mon premier-né, le même Quinton qui ne m'avait pas vraiment parlé depuis des années. Mon cœur s'est serré en lisant ces mots, quelles que soient nos différences, tu seras toujours ma mère. J'espère que tu apprécieras cela comme un geste d'amour. Je ne savais pas quoi ressentir à ce moment-là. Une partie de moi était touchée, une partie de moi était méfiante, mais surtout j'étais confuse. Quinton et moi étions séparés depuis si longtemps. Il avait toujours choisi son père plutôt que moi, et j'avais depuis longtemps cessé d'attendre des gestes chaleureux. Et pourtant, le voici, un cadeau bien trop beau pour être ignoré. Le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était Quinton. Son ton était inhabituellement chaleureux. « As-tu apprécié le whisky, maman ?» m'a-t-il demandé. J'ai souri, ne réalisant pas le poids de ce que j'étais sur le point de dire. « Oh, bébé, je l'ai donné à Kiona. Elle adore ça. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis soudain, la voix de Quinton a explosé, perçante et frénétique. « Tu l'as donné à qui ?» Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à se défaire. Avant de vous emmener plus loin dans cette histoire, laissez-moi vous avertir, ce qui a suivi vous secouera. Alors restez avec moi, car chaque détail compte. J'ai entendu des gens dire que les enfants savent toujours vers quels parents se tourner. Mais dans ma maison, ce choix m'a coupé plus profondément qu'aucun couteau. J'ai élevé Quinton avec discipline parce que je croyais aux limites, à la fois, au respect. Je n'ai jamais été la mère qui laissait ses enfants courir à l'aventure, et je portais mes valeurs chrétiennes comme une armure. Je pensais que cela le guiderait. Au lieu de cela, il l'a vu comme une chaîne. Harold, mon ex-mari, était l'opposé. Il était charmant, imprudent et laxiste avec les règles. Il ne se souciait pas de l'église le dimanche, il se souciait du plaisir, de la musique, des rires, des verres tard le soir et de laisser les enfants franchir les limites qu'ils voulaient. Pour Quinton, Harold était la liberté. Pour moi, Harold était un homme qui coulait, et je refusais de me noyer à ses côtés. Le divorce ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il est survenu après des années d'infidélité, de promesses brisées et de nuits où j'attendais seul pendant qu'Harold était dehors. Mais quand les papiers ont été signés, quelque chose d'autre s'est brisé aussi, mon lien avec Quinton. Il s'est accroché à Harold, l'a idolâtré, et à partir de ce moment, j'étais la mère stricte qui ne le comprenait jamais. Quoi que je fasse, je ne pouvais pas rivaliser avec l'amour facile d'Harold. Mais tout n'était pas perdu. Mon plus jeune fils, Devon, est resté proche. Il me comprenait même quand il n'était pas d'accord avec toutes les règles. Il voyait les fissures dans le mode de vie d'Harold et savait qui maintenait le foyer ensemble quand les choses s'effondraient. Devon est devenu mon ancre tranquille. Mais Quinton s'est éloigné de plus en plus. Il a arrêté de répondre à mes appels. Il a manqué des jours fériés, des anniversaires, même des dîners de famille où je mettais son assiette, priant pour qu'il vienne. Mes textes restaient non lus, mes messages vocaux ignorés. Et quand il me parlait, c'était bref, détaché, comme si je n'étais rien de plus qu'une obligation qu'il aurait aimé ne pas avoir. Ce qui faisait le plus mal était de savoir que je ne lui avais rien fait de mal. J'avais seulement essayé de l'élever correctement. Pourtant, à ses yeux, j'étais l'ennemi. Et Harold était le héros. Ce lien fracturé s'est durci en silence, et le silence en éloignement. En y repensant maintenant, je réalise que cette distance n'était pas seulement émotionnelle. C'était le sol où l'amertume a grandi, où les plans de Quinton ont commencé à prendre racine. Et même si je ne le voyais pas alors, l'amour même que je portais encore à mon fils serait un jour utilisé comme une arme contre moi. Je me disais que Quinton grandirait, les yeux au ciel, les silences froids, la façon dont il mesurait chacune de mes demandes par rapport à ce que son père aurait autorisé. Mais le ressentiment ne diminue pas quand il est nourri. Il se développe. Son entreprise de blanchisserie est devenue l'endroit où ses développements se sont manifestés. Il a loué un coin de centre commercial exigu avec 12 machines, 8 d'entre elles plus anciennes que sa fille, Hila.
Les séchoirs tournaient chauds et irréguliers. Les factures d'eau arrivaient comme des coups de poing. Le propriétaire voulait de la peinture sur les murs, mais ne réparait pas la tache au plafond qui effrayait les clients. J'ai vu le travail de près, la seule fois où je suis passé à l'improviste. Bac à peluche débordant. Une affiche lavage et pliage 1,50 €, 50 cents la livre, avec un coup de stylo changeant le prix à 2 €. Un processeur de carte de crédit clignotant en rouge parce que l'avance de trésorerie du commerçant avait déjà pris sa part quotidienne. Il n'échouait pas, mais il ne gagnait pas non plus. Et cet entre-deux peut rendre un homme méchant s'il pense que le monde lui doit plus. Il ne l'a jamais dit explicitement. Mais je l'ai entendu dans le ton qu'il me réservait. Pour Quinton, je représentais tout ce qu'il ne voulait pas, discipline, budget, limite, le genre de sacrifice discret qui ne reçoit pas d'applaudissements. Harold, d'un autre côté, représentait l'opposé, musique forte, règles souples, un verre pour chaque humeur, et un rire assez grand pour noyer une conscience. Quinton a poursuivi ce sentiment comme un son qu'il ne pouvait pas lâcher. Quand Harold l'appelait mon gars, cela résonnait en lui pendant des jours. Quand je lui disais d'économiser plus qu'il ne dépensait, je sentais le mur se dresser. Je continuais à tendre la main. Quoi qu'il en soit, j'ai apporté un manteau d'hiver à Léla et l'ai laissé à la babysitter pendant qu'il faisait une course. Je lui ai envoyé des liens vers des ateliers pour petites entreprises et des programmes de la Small Business Administration. Devon m'a dit d'arrêter de le pousser, de laisser la relation respirer. J'ai essayé, mais j'ai aussi vu les chiffres de la vie de Quinton se resserrer. Loyer 2 mois en retard. Fournisseur de savon exigeant un paiement à la livraison. Séchoir mangeant les pièces de monnaie plus vite qu'il ne séchait les serviettes. Avis Yelp mentionnant des bords brûlés et des chaussettes manquantes. Chaque petit échec avait besoin d'un méchant, et je suis devenu le plus facile parce que je serai toujours là. Marissa est arrivée cette même saison. Ongles pointus, sourire de Hustley, et une façon de remplir une pièce qui faisait se tenir Quinton plus droit. Elle avait un tableau de vision dans son téléphone et une liste des meilleurs coins d'Orlando pour un salon, achalandage, stationnement, café à proximité, le bon genre de voisin. Quinton voulait le lui donner. Il a commencé à parler de nouveaux chiffres, dépôt de loyer, location de chaises, dépenses publicitaires Instagram. Mais les chiffres ne se soucient pas du désir. La laverie pouvait à peine couvrir ses remboursements de prêts, et encore moins financer un salon au cœur de la Floride. Alors l'écart entre sa vie et la vie qu'il lui promettait est devenu une fissure dans laquelle il regardait la nuit. Quand un homme se fixe sur ce qu'il ne peut pas se permettre, il commence à répertorier les gens qu'il pense lui devoir. Harold avait planté une graine bien avant, un homme doit créer sa propre chance. Quinton l'a transformée en autre chose, la chance comme un droit, l'amour comme un paiement. Il savait qu'il était inscrit sur mon assurance. Il y a des années, quand il prenait encore mes appels, je lui ai dit que je le gardais comme bénéficiaire parce que les mères pensent aux tempêtes avant de voir les nuages. Je voulais qu'il soit en sécurité si quelque chose m'arrivait. Au lieu de gratitude, il l'a rangé comme une soupape de sécurité que le monde avait installée juste pour lui. Plus il luttait, plus il réécrivait notre histoire pour justifier une solution qu'il n'avait pas encore exprimée. Pour lui, mes règles sont devenues de la cruauté. Mon église est devenue un jugement. Ma gestion du budget est devenue la preuve que je ne voulais jamais qu'il profite de quoi que ce soit. J'ai entendu l'histoire se durcir dans sa voix. Si j'étais l'obstacle, alors me supprimer était un progrès. C'est une logique cruelle, mais le ressentiment n'est pas logique. Il veut juste une cible. J'ai vu des signes sans savoir ce qu'il voulait dire. Quinton a commencé à poser des questions étranges à Harold sur la paperasse. Par curiosité, il a sondé comment fonctionnaient les polices, comment les bénéficiaires changeaient, si les paiements étaient imposés. Il m'a demandé une fois, avec désinvolture, si je gardais toujours cette vieille police de l'emploi. Je me souviens avoir dit oui, et avoir ressenti une pointe de tristesse qu'il n'appelle jamais que pour des détails, jamais pour dîner. Il en a ri et a pivoté vers le projet scolaire de Léla. Mais plus tard, j'ai rejoué l'appel et j'ai ressenti le poids des parties qui n'auraient pas dû avoir d'importance. Pendant ce temps, la blanchisserie résistait, roulement de sèche-linge grinçant, une fuite de tuyaux un mercredi qui lui a coûté une journée de revenus. Une nouvelle laverie ouvrant à 5 pâtés de maison avec des machines en acier inoxydable et un bar à café qui donnait aux gens l'impression d'être riches juste en y étant. Quinton a appelé ça de la tricherie, comme si une meilleure planification était un avantage injuste.
Il a pris une autre avance avec un prêteur souriant qui promettait des approbations rapides. Se réveiller pour découvrir que le prêteur pouvait puiser dans son compte tous les jours de la semaine à 7 heures du matin avant qu'il n'ait vendu le premier kilo de linge. Dans cette chambre de pression, la voix d'Harold est devenue plus forte dans la tête de Quinton, et la mienne est devenue plus petite. Je suis devenu la conférence qu'il avait déjà mémorisée et qu'il refusait d'entendre à nouveau. Il s'est convaincu que j'avais choisi les règles plutôt que l'amour, oubliant que les règles étaient ma façon d'aimer. De la nourriture sur la table, les lumières payées, les garçons couchés à l'heure, rien de glamour, tout le nécessaire. Il voulait la gloire. Je lui offrais le sol. Il détestait le sol. À l'approche de la fête des mères, tout le combustible était empilé, dette, fierté, le fantasme d'une solution instantanée, et une histoire qui me peignait comme la raison pour laquelle il ne pouvait pas entrer dans la vie qu'il avait promise à Marissa. Je ne savais pas qu'il avait déjà trouvé une bouteille qui pouvait contenir à la fois le sentiment et le péché. Je ne savais pas qu'il se souvenait des années où je prenais une gorgée avec Harold les bons jours, et qu'il supposait que je le faisais encore. Je ne savais pas que mon nom sur une étiquette serait la pièce finale qui rendrait le plan juste dans son esprit. Le ressentiment ne s'annonce pas. Il réorganise simplement les meubles dans le cœur d'un homme jusqu'à ce qu'il ne puisse plus voir la porte. Quand le colis est arrivé, j'ai cru que je tenais des excuses. En y repensant, je tenais la forme de son grief, poli, lourd, et conçu pour ressembler à de l'amour. Si la vie de Quinton n'avait été qu'une lutte avec des machines à laver et des avis de loyer en retard, j'aurais pu penser qu'il finirait par revenir, peut-être s'humilier, peut-être me laisser l'aider à se remettre sur pied. Mais ensuite, Marissa Boyd est entrée, et avec elle est venu un nouveau genre de faim. Elle n'était pas comme son ex-femme, la fille tranquille qui a toléré la laverie automatique et ses promesses brisées jusqu'à ce qu'elle parte enfin. Marissa était plus vive, plus bruyante et sans honte de vouloir plus. Elle parlait de salons de coiffure à Atlanta, de lancements de salons à Miami, de clients célèbres qui pouvaient faire sensation simplement en prenant une photo sur la chaise. Dès le début, elle a nourri Quinton d'une ambition déguisée en amour. Elle lui disait qu'il était capable de plus, qu'il gaspillait son énergie à plier les chaussettes des étrangers et à chasser les pièces de monnaie des séchoirs. Elle peignait des visions de canapés en velours dans une salle d'attente, de miroirs éclairés, de stylistes en uniforme noir, et de son nom en or sur la porte, Marissa S. Luxe Studio. Quinton a tout absorbé parce que ses louanges lui donnaient l'impression d'être déjà cet homme, le pourvoyeur, le bâtisseur, le roi. Mais en réalité, chaque fois qu'elle lui montrait une vitrine sur son téléphone ou une ventilation budgétaire, l'écart entre ses moyens et ses rêves s'élargissait. Cet écart s'est transformé en pression. Il voulait lui offrir le monde, mais les chiffres de ses comptes se moquaient de lui. Chaque demande de prêt revenait avec des intérêts plus élevés. Chaque investisseur qui l'approchait demandait des garanties qu'il n'avait pas. Il était piégé par les chiffres. Mais les yeux de Marissa étaient fixés sur le style de vie. Elle ne se contentait pas de parler de blanchisserie. Elle voulait des soirées d'ouverture, des verres de champagne qui teintent, et des pages Instagram remplies de clients haut de gamme. Quinton lui a dit qu'il y arriverait. Il a promis, car les promesses étaient faciles quand l'alternative était de la perdre. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à me regarder, non pas comme sa mère, non pas comme la femme qu'il avait élevée, mais comme un moyen d'arriver à ses fins. Il s'est souvenu de ce que je lui avais dit un jour en passant, que je l'avais désigné comme bénéficiaire de mon assurance vie, parce que les mers pensent aux tempêtes avant de voir les nuages. Je l'avais dit avec amour, mais Quinton l'a transformé en un droit. Pour lui, ce n'était pas un cadeau. C'était une garantie. Dans son esprit, je suis devenu un numéro sur une police, un numéro qui pouvait être débloqué, un numéro qui pouvait construire le salon de Marissa, lui acheter le style de vie qu'elle attendait, et enfin prouver à lui-même et à elle qu'il n'était pas petit, n'était pas bloqué. N'était pas un homme qui échouait à tout ce qu'il touchait. C'est une chose cruelle quand un fils décide que sa mère doit mourir. Non pas par haine, mais par ambition. C'est à ce moment-là que le ressentiment de Quinton s'est durci en logique, que le fantasme est devenu planification. Et tandis qu'il tenait la main de Marissa et lui promettait l'avenir, il avait déjà choisi le prix, ma vie. Je peux encore voir à quel point Quinton a soigneusement mis en scène son plan. À quel point chaque choix était délibéré. Rien n'était précipité, et c'est ce qui fait le plus mal. Il y a réfléchi étape par étape, comme une proposition commerciale. Il voulait que cela ressemble à de l'amour enveloppé dans du verre. Il est allé en ligne et a trouvé une entreprise spécialisée qui gravait des bouteilles de liqueur pour les anniversaires,
les départs à la retraite et les fêtes. Il a choisi le whisky le plus foncé qu'il proposait, le genre qui était censé paraître riche et rare, puis a payé un supplément pour faire graver mon nom sur le verre, à maman, avec amour, Quinton. L'emballage était livré avec une doublure en velours et une option de notes manuscrite. Mais il a refusé cette dernière option. Il voulait que sa propre écriture parle plus fort que n'importe quelle machine. Le poison n'était pas quelque chose sur lequel il est tombé par hasard. Il a cherché, il a posé des questions, et il a dépensé de l'argent pour ça. Il n'a rien acheté de téméraire qui se serait fait remarquer sur une caméra de pharmacie. Il a choisi quelque chose de discret, quelque chose de soluble, quelque chose qui pouvait passer dans la brûlure du whisky sans y penser à deux fois. Il l'a soigneusement mesuré dans la bouteille, a refermé le bouchon et l'a tenu à la lumière comme s'il venait d'embouteiller la réconciliation. Mais ce qui a bouclé son stratagème, c'est la lettre. Il s'est assis à sa table de cuisine, Marissa étant sortie faire des courses, a plié une feuille de papier ligné et a écrit d'un ton qui paraissait juste assez crédible, quelles que soient nos différences, tu seras toujours ma mère. J'espère que tu apprécieras cela comme un geste d'amour. Peut-être que cela peut être un nouveau départ pour nous. Ses boucles étaient larges. Son encre a maculé là où sa main reposait, et les mots dégoulinaient d'une tendresse qu'il ne m'avait pas montrée depuis plus de 10 ans. Il a scellé la lettre et l'a glissée dans la boîte à côté de la bouteille, puis a tout arrangé dans l'emballage comme un bijoutier sertissant un diamant. Il voulait que je voie un fils tendre la main à sa mère, et non un fils calculant sa mort. Et cette confiance venait d'une supposition erronée, que je buvais encore. Il se souvenait de l'époque où Harold et moi étions encore mariés, quand je sirotais un verre de whisky avec lui les soirs d'été. C'était son dernier souvenir de moi et de l'alcool. Il n'a jamais pris la peine de remarquer que j'avais abandonné la bouteille il y a des années, à la fois pour ma santé et pour ma foi. C'est cette seule erreur, cette dépendance aveugle au passé, qui a transformé son plan parfait en un faux calcul fatal. Il pensait m'envoyer une offre de paix. Il m'envoyait en réalité la preuve de la façon dont il ne m'avait jamais vraiment connu. Quand j'y repense, mon choix semblait si petit, si ordinaire, le genre de geste que les gens font tous les jours sans y penser à deux fois. Le whisky était resté sur mon comptoir pendant des heures, le verre attrapant des éclats de lumière matinale, la lettre pliée soigneusement à côté. J'avais lu les mots de Quinton encore et encore, essayant de décider s'ils signifiaient quelque chose. Une partie de moi voulait croire que oui. Une autre partie de moi savait mieux. Mais une chose était certaine, je n'allais pas le boire. J'avais arrêté il y a des années, d'abord pour ma santé, puis parce que ma marche avec Dieu ne laissait plus de place à quelque chose qui avait été autrefois la joie d'Harold et ma faiblesse. Je ne détestais pas le whisky, mais je ne l'accueillais plus. Et en regardant cette lourde bouteille, je me suis souvenu d'une rencontre fortuite quelques semaines plus tôt qui m'a donné une idée. C'était au centre commercial, un samedi après-midi, quand j'ai rencontré Kiona, la femme d'Harold. Pendant des années, je m'étais dit que je ne saurais pas quoi dire si nous nous rencontrions un jour face à face. Mais ce jour-là s'est avéré différent. Elle était agréable, polie, même chaleureuse. Nous nous sommes tenus près du comptoir de bijoux et avons parlé de petites choses, son travail, mon église, et puis Harold. Elle a ri en me racontant à quel point il aimait son whisky, comment il partageait parfois un verre le soir après de longues journées. Ça le calme, a-t-elle dit en souriant d'une manière qui me fit comprendre qu'elle le disait avec affection, et non comme une plainte. Ce souvenir est revenu en regardant la bouteille. Cela semblait presque parfait. Au lieu de laisser le cadeau non ouvert, je pouvais le donner à quelqu'un qui l'apprécierait vraiment. Les mots de Kiona m'avaient fait croire qu'elle l'appréciait autant qu'Harold, et le lui donner semblait être un geste élégant, une façon de montrer de la gentillesse malgré l'histoire compliquée entre nous. Alors, je l'ai remise dans sa boîte, j'ai glissé la lettre à l'intérieur sans trop y penser, et je l'ai livrée. Aucune malice, aucune hésitation, juste une décision qui me semblait juste à ce moment-là. Je me souviens de sa surprise quand elle l'a vu, de la façon dont ses yeux se sont écarquillés devant le verre gravé. C'est magnifique, a-t-elle dit, et je pouvais dire qu'elle le pensait. Je l'ai laissée souriante, me sentant étrangement en paix, fière même, d'avoir choisi la générosité au lieu de la suspicion. Je n'avais alors aucune idée que ce que je croyais être de la gentillesse était en réalité la mèche d'une bombe déjà allumée. Ce petit geste de passer la bouteille allait déclencher une série d'événements que je ne pourrais jamais annuler, des événements qui déchireraient tous les secrets et toutes les loyautés de notre famille. Je peux encore voir la nuit dans mon esprit, bien que je n'y étais pas quand c'est arrivé. Kiona m'a raconté plus tard,
à travers des lèvres tremblantes et une couverture d'hôpital drapée sur elle, ce qui s'est déroulé. Elle et Harold avaient décidé d'ouvrir le whisky ce soir-là. Elle voulait le surprendre avec quelque chose de spécial après le dîner, trinquant non seulement à la fête des mères, mais aussi aux années qu'ils avaient réussi ensemble malgré les tempêtes. La bouteille brillait sous la lumière de leur cuisine. Harold l'a admirée, impressionné par la gravure. Rhonda a dû l'envoyer, a-t-il plaisanté au début, à moitié incrédule. Mais Kiona l'a rapidement corrigé. Non, c'était de Quinton. Ton fils voulait honorer sa mère. Rhonda a pensé que je pourrais l'apprécier à la place. Harold a ri de l'idée, puis a sorti 2 verres. Ils ont versé de petites portions, ont trinqué et ont bu. Au début, c'était des rires, une musique douce en arrière-plan, le calme confortable d'un couple qui se détend. Mais en 1 heure, les rires ont laissé place au malaise. Kiona a décrit cela comme une lourdeur soudaine dans sa poitrine, la pièce tournant, sa gorge se serrant. Harold n'allait pas mieux. Ses paroles étaient pâteuses, son visage rougit anormalement. Il a titubé vers le téléphone, mais ses jambes ont cédé sous lui avant qu'il ne puisse l'atteindre. D'une manière ou d'une autre, Kiona a réussi à attraper son téléphone portable, ses doigts maladroits, mais déterminés. Elle a composé le 911, haletante, alors qu'elle suppliait de l'aide. Au moment où l'ambulance est arrivée, Harold était inconscient, son pouls faible. Ils ont travaillé sur les 2 aux urgences, des tubes et des machines se précipitant pour prendre le relais de ce que leur corps ne parvenait pas à faire. Kiona a survécu, son corps se battant avec l'aide des médecins. Mais Harold ne s'est jamais réveillé. Le poison avait fait son travail. Quand l'appel m'a atteint, j'ai senti le monde basculer. Un cadeau que j'avais transmis. Un acte que je pensais être de la gentillesse était devenu l'arme qui a mis fin à la vie d'Harold. Je me suis assise dans mon salon, fixant le mur, mon téléphone pressé contre mon oreille, entendant à peine les mots « il est parti ». Harold n'a pas survécu. La tragédie a frappé le foyer Marks comme une tempête que personne n'attendait. Ce qui devait ressembler à une réconciliation, un fils honorant sa mère, s'était avéré mortel. Kiona s'est accrochée à la survie. Harold était parti, et je suis resté avec un nœud de culpabilité et de confusion qui m'étouffait. J'avais porté la bouteille dans ses mains, sans jamais savoir qu'elle était déjà marquée pour la mort. Le lendemain de la mort d'Harold, je me suis retrouvé assise sur une chaise raide face à 2 détectives, leurs carnets ouverts, leurs yeux lourds de suspicion. Peu importait que je n'ai pas vu Harold depuis des années, ou que j'ai tourné la page du mariage qui m'avait presque brisé. Ce qui importait, c'est que la bouteille de poison était passée par mes mains. Pour eux, c'était suffisant pour faire de moi la première suspecte. Ils ont exposé leur raisonnement sans détour. J'étais l'ex-femme. J'avais une histoire, un motif, de l'amertume si je le voulais. Ils parlaient de divorce comme s'il engendrait automatiquement la vengeance. Madame Marks, a dit l'un d'eux, en se penchant en avant. Pourquoi donner à la femme de votre ex-mari une bouteille aussi chère? Ce n'est pas typique, n'est-ce pas? À la façon dont ces mots restaient en suspens, je pouvais dire qu'ils s'attendaient à ce que je trébuche, mais je ne l'ai pas fait. Je leur ai raconté la vérité exactement telle qu'elle s'était produite. J'ai décrit le colis sur le pas de ma porte, la bouteille gravée, la lettre de Quinton pliée soigneusement à côté. J'ai expliqué comment je n'avais pas touché au whisky depuis des années, comment ma santé et ma foi ne me le permettaient plus. Et puis j'ai partagé le moment au centre commercial où j'avais rencontré Kiona, comment elle avait ri des soirées passées à partager un verre avec Harold. Ça m'a semblé juste, ai-je dit. Pourquoi la laisser prendre la poussière quand elle pouvait l'apprécier? Ils ont insisté davantage. Avais-je gardé de la rancœur envers le mariage d'Harold avec elle? Me sentais-je remplacé, humilié, mise de côté? Je les ai regardés tous les 2 dans les yeux et j'ai dit, j'ai quitté Harold parce que je refusais d'être traîné dans son mode de vie. Si je l'avais voulu parti, je n'aurais pas gaspillé des décennies à élever ses enfants et à reconstruire ma vie après lui. C'est mon calme qui a commencé à changer la donne. Pas de défensive, pas de colère, juste une vérité inébranlable. Ils ne s'attendaient pas à ça. Quand ils ont demandé à voir la lettre, je l'ai produite. L'écriture de Quinton toujours aussi audacieuse sur la page. J'ai souligné la gravure sur la bouteille, son cou, le message qu'elle portait. Est-ce que cela ressemble à quelque chose que je créerais pour moi-même juste pour le détruire? Cette lettre a semé le premier grain de doute. Si je n'avais pas acheté la bouteille, qui l'avait fait?
Si je n'avais pas écrit les mots? Alors, de qui était l'écriture? Pièce par pièce, la ligne entre moi et le poison a commencé à s'estomper à leurs yeux, mais pas en ma faveur. Pour Quinton, le projecteur se rapprochait. J'ai quitté le commissariat ce soir-là épuisé. Mon nom pas encore blanchi, mais plus le seul nom qu'il murmurait. Je savais que le chemin à parcourir serait long, mais une chose était certaine, je ne permettrais pas au mensonge de m'enterrer. Si Quinton pensait que son cadeau passerait sans question, il sous-estimait à la fois la vérité et la mer qu'il avait essayé d'effacer. Le jour où Quinton s'est assis face au détective, il portait le masque que je connaissais trop bien, le charme exercé qu'il avait appris d'Harold, le sourire en coin qui passait pour de la sincérité. Il est entré avec sa chemise repassée, sa voix basse et lourde de chagrin. « Je ne peux pas croire que mon père soit parti », a-t-il dit en secouant la tête comme si les mots seuls étaient insupportables. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu paraître convaincant. Pour une mère, c'était une performance. Il a tout nié. Interrogé sur le whisky, il a plaidé l'ignorance. C'était entre maman et Kiona, a-t-il dit, ses yeux s'égarant légèrement vers la table. Il a juré qu'il n'était au courant d'aucune livraison spéciale. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune raison de blesser Harold, aucune raison de faire du mal à Kiona. J'essayais juste de reconstruire ma relation avec ma mère, a-t-il ajouté, insistant sur des mots qu'il pensait le faire passer pour un artisan de la paix. Mais les détectives n'ont pas seulement entendu des mots, ils ont observé les silences entre eux. Ses réponses étaient trop répétées, ses pauses trop longues. Et puis sont venues les fissures, petites mais impossibles à ignorer. Il savait pour son entreprise de blanchisserie, comment elle tenait à peine la route. Ils avaient ses dossiers financiers, ses avances de commerçants coupant dans son compte bancaire avant le lever du soleil chaque matin. Il parlait de se débrouiller très bien. Mais les traces écrites racontaient une autre histoire, facture en retard, équipement sur le point de rendre l'âme, loyer en retard. Et puis il y avait Marissa. Elle n'était pas dans la pièce avec lui, mais sa présence persistait dans ses mots. Les détectives étaient déjà au courant de ses rêves de salon. Il avait parlé trop librement en public, se vantant de projets d'ouverture en grand en Floride. Il a dit à des amis qu'il était sur le point de faire quelque chose d'énorme. Pourtant, ses comptes ne montraient que du rouge. L'ambition sans argent est comme de l'essence sans feu. Elle attend une étincelle. Quinton a essayé de garder le masque, mais chaque question le resserrait autour de son visage. « Pourquoi votre mère donnerait-elle la bouteille à Kiona » a demandé un détective. Quinton a bégayé, cherchant une réponse. Peut-être qu'elle n'en voulait pas. Je ne sais pas. Sa voix s'est brisée pour la première fois. Ils ont insisté. Vous lui avez envoyé une lettre. Vous avez écrit ces mots. Pourquoi? Il s'est agité sur sa chaise. Parce que c'est ma mère. Je voulais qu'elle sache que je tenais toujours à elle. Mais même cela sonnait creux. Les détectives ont comparé son chagrin fin avec le poids des preuves qui s'accumulaient en arrière-plan, la gravure, les traces de poison, les paiements pour une bouteille qu'il a juré n'avoir jamais commandée. L'image d'un fils en deuil commençait à s'effondrer sous l'ombre d'un homme désespéré qui avait trop à perdre. Il a quitté le poste ce jour-là en marchant la tête haute, mais la suspicion s'accrochait à lui comme de la fumée. Il n'avait pas fini avec lui, et il le savait. Ce qu'il ne savait pas, c'est à quel point ils étaient prêts à creuser, et à quelle vitesse le terrain sous son histoire cédait. Il n'a pas fallu longtemps avant que le masque que portait Quinton ne tombe enfin, non pas dans ses mots, mais dans les preuves qu'il ne pouvait pas effacer. Les détectives ont reconstitué la piste avec la patience d'hommes qui avaient déjà tout vu. Ils ont commencé par le whisky lui-même. Les expertises ont confirmé ce que les médecins de l'hôpital avaient déjà suspecté, la bouteille avait été falsifiée. Des traces de poison soigneusement mesurées, dissoutes proprement dans le liquide ambré. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un défaut de fabrication. Quelqu'un avait transformé cette bouteille en arme. De là, la traque du papier a commencé. Ils ont retracé la commande jusqu'à une boutique en ligne spécialisée dans les bouteilles de luxe. Le compte était sous un nom que Quinton pensait le protéger, mais le paiement ne mentait pas. Sa propre carte de débit liée à son compte professionnel avait été utilisée. L'adresse de livraison initialement indiquée était sa laverie automatique, ensuite redirigée vers mon domicile. Face au reçu, sa déclaration d'ignorance est tombée à plat. Puis est venue la piste de l'argent. Quinton était noyé sous les dettes depuis des mois.
La laverie saignait des pièces de monnaie tandis que les prêteurs prenaient de l'argent de son compte quotidiennement. Les détectives ont découvert des relevés bancaires jonchés de frais de découvert, d'avis de retard et d'avances de trésorerie de prêteurs connus pour exploiter les propriétaires désespérés. Cela a brossé le tableau d'un homme vivant à crédit. Le nom de Marissa a ensuite fait surface. Les détectives ont récupéré les enregistrements téléphoniques et les échanges de SMS entre eux, et les mots étaient accablants. « Nous avons besoin de ça bientôt », a-t-elle écrit dans un message. « Une fois le salon ouvert, nous serons prêts. Fini la petite vie. » Quinton a répondu par des promesses, des mots qui sentaient l'urgence. Il parlait de trouver un moyen et de s'en occuper avant l'été. Il ne disait pas meurtre, mais il n'avait pas besoin de le faire. Le timing et le contexte rendaient l'image claire. Son alibi s'est effondré tout aussi rapidement. Quinton leur avait dit qu'il avait passé le week-end de la fête des mères à travailler tard à la laverie, gérant le surplus avant la nouvelle semaine. Mais les images de sécurité montraient le contraire. Les caméras en face de son magasin l'ont surpris en train de partir tôt, portant un colis qui correspondait aux dimensions de la boîte de whisky. Les détectives ont comparé les eurodatages avec la demande de redirection d'expédition, et le puzzle s'est mis en place. Pièce par pièce, l'image du fils en deuil s'est effondrée. Ce qui restait était un homme acculé par la dette, poussé par l'ambition, et prêt à parier avec du sang pour un gain. Le ticket d'or qu'il pensait avoir trouvé commençait à ressembler davantage à une corde se resserrant autour de son propre cou. Au moment où les détectives ont mis les preuves côte à côte, le whisky empoisonné, la commande en ligne, la ruine financière et les rêves implacables de Marissa, il ne restait plus grand-chose derrière quoi Quinton pouvait se cacher. La bouteille qu'il avait autrefois levée à la lumière avec fierté brillait maintenant de la preuve de sa culpabilité. Le jour où les mensonges de Quinton se sont finalement effondrés, la salle d'audience était si silencieuse que l'on pouvait entendre le froissement de chaque papier, le faible grincement des bancs en bois lorsque les gens se déplaçaient sur leurs sièges. J'étais assise à côté de Devon, sa main serrant la mienne si fort que j'avais l'impression qu'il essayait de nous tenir ensemble. Nous n'étions pas là en tant que spectateurs. Nous étions là en tant que famille, déchirés par l'homme même assis à la table de la défense dans un costume qui ne pouvait cacher le poids de la trahison. L'accusation n'a pas perdu de temps à exposer la double vie que Quinton avait tenté de mener. Ils l'ont dépeint comme le fils qui idolâtrait son père, le garçon qui voyait Harold comme la liberté et moi comme une prison. Ils ont retracé comment cette adoration s'était transformée en ressentiment. Comment sa loyauté envers Harold était si aveuglante qu'il s'était convaincu que me tuer était justifié, même rentable. Et puis, avec une précision dévastatrice, ils ont montré comment son plan s'était retourné contre lui. Le poison destiné à moi s'est retrouvé dans le verre d'Harold, tuant l'homme que Quinton prétendait aimer par-dessus tout. Je suis resté figé alors qu'il présentait les preuves, le reçu de la bouteille gravée, ses relevés bancaires dégoulinant d'encre rouge, et les messages textes avec Marissa. Chaque ligne un clou dans le cercueil de ses excuses. Les jurés ont lu les mots qu'il avait écrits, « Nous avons besoin de ça bientôt. Je m'en occuperai avant l'été. L'argent viendra. » Chaque phrase révélait le désespoir qu'il avait caché derrière un masque d'ambition. Quinton a essayé de maintenir sa performance, mais les fissures étaient trop grandes maintenant. Son déni sonnait cassant. Ses épaules s'affaissaient sous le poids des preuves qu'il ne pouvait pas fuir. Et quand le procureur a rappelé au jury la lettre qu'il m'avait écrite, « Quelles que soient nos différences, tu seras toujours ma mère », l'ironie a rempli la pièce comme de la fumée. Ces mots destinés à couvrir le poison sont devenus la corde même qu'il y a attachée. À côté de moi, Devon secoua lentement la tête. Ses yeux humides, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec un chagrin que je ne pouvais toucher. Il ne pleurait pas seulement Harold. Il pleurait le frère qu'il avait perdu bien avant le début de ce procès, le garçon qui jouait autrefois au basket avec lui dans l'allée, maintenant révélé comme un homme capable de comploter la mort de sa propre mère. Je suis resté là, engourdi, pris entre la douleur et la clarté. Le fils que j'avais porté, élevé, pour lequel j'avais prié, s'était tenu à la barre des témoins et s'était montré à la fois traître et fou. Son adoration d'Harold et sa haine de moi avaient fusionné en un plan qui non seulement le détruisait, mais réclamait la vie d'Harold dans le processus. Ce fut le moment où Quinton fut véritablement démasqué. Non pas par les détectives, non pas par les avocats, mais par la vérité elle-même. Et tandis que je serrais la main de Devon, je savais qu'il n'y avait aucun moyen de recoller les morceaux de cette famille. Certaines trahisons ne font pas que briser la confiance. Elles brûlent le pont si complètement que plus rien ne peut le traverser. Le procès s'est étiré pendant des semaines,
mais chaque jour apportait la même piqûre, entendre le nom de mon fils lié à des mots comme meurtre, conspiration, fraude, intention. Aucune mère n'est faite pour ça. Pourtant, je m'y suis assise jour après jour parce que je refusais de détourner les yeux de la vérité. Si Quinton avait choisi cette voie, alors je la suivrais jusqu'au bout. L'accusation a tout mis à nu. Ils ont expliqué au jury ses dettes, les avances marchandes qui retiraient de l'argent de son compte chaque matin avant qu'il ne gagne un seul dollar. Ils ont montré les reçus de son achat de luxe, la bouteille de whisky personnalisée gravée de mon nom. Ils ont présenté les rapports forensiques, le poison trouvé dissous dans le whisky, mesuré avec soin, pas par accident. Ils ont parlé de son désespoir et de la promesse qu'il avait faite à Marissa, qu'un salon en Floride serait le sien, que la vie était sur le point de changer. Et puis est venu le témoignage qui a coupé comme du verre, Marissa elle-même. Elle semblait nerveuse à la barre, se tortillant sur sa chaise, ses yeux fuyant ceux de Quinton. Le procureur l'a interrogée sur leur conversation menant à la fête des mères. Au début, elle a essayé d'adoucir la situation, disant que Quinton voulait seulement faire quelque chose de grand. Mais lorsqu'elle a été pressée avec ses propres messages, sa voix s'est brisée. Le jury a entendu ces mots, « Nous avons besoin de ça bientôt. Une fois que le salon ouvrira. Fini la petite vie. » Elle a admis que Quinton avait souvent parlé des argents d'assurance, bien qu'il n'ait jamais utilisé le mot « tuer ». Pourtant, l'implication était claire, et son honnêteté réticente a cloué le motif en place. La défense a tenté de déformer les faits, dépeignant Quinton comme un fils essayant de se réconcilier, un homme d'affaires incompris, une victime de circonstances malheureuses. Mais aucune histoire ne pouvait effacer les preuves, la bouteille empoisonnée, la ruine financière, le faux alibi. Chaque fil que la défense tirait ne faisait que resserrer le nœud. Les plaidoiries finales furent brutales. La voix du procureur résonna dans la salle d'audience silencieuse. Cet homme n'a pas seulement planifié de tuer sa mère. Il a tué son père de sa propre main. La cupidité était son motif. Le désespoir était sa méthode, et l'arrogance fut sa chute. Lorsque le jury se retira pour délibérer, Devon et moi étions assis dans la galerie, le cœur lourd. Cela n'a pas pris longtemps. En quelques heures, ils sont revenus avec un verdict, coupable de meurtre au second degré et de tentative de meurtre. La sentence du juge fut sévère, des décennies de prison. Aucune possibilité de libération conditionnelle avant au moins 30 ans. J'ai regardé Quinton se tenir là, la mâchoire serrée, ses yeux refusant de croiser les miens. Le garçon que j'avais autrefois couché faisait maintenant face au reste de sa vie d'adulte derrière les barreaux. Le marteau du juge frappa, scellant son destin. Et à ce moment-là, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune satisfaction, juste le froid poids de la finalité. Mon fils avait choisi la cupidité plutôt que la famille, le poison plutôt que l'amour, et ce faisant, avait détruit tout ce qu'il prétendait chérir. Après la fin du procès, et Quinton fut emmené menotté, les gens s'attendaient à ce que je m'effondre sous le poids de tout cela. Certains m'ont même dit, c'est toujours ton fils, comme si c'était une raison suffisante pour laisser la porte entr'ouverte. Mais l'amour ne signifie pas la cécité, et le pardon ne signifie pas laisser un couteau dans son dos. Quinton avait fait son choix, et c'était maintenant à moi de faire le mien. La première chose que j'ai faite fut d'appeler la compagnie d'assurance. Mes mains n'ont tremblé qu'une seule fois lorsque la représentante m'a demandé de vérifier le bénéficiaire enregistré. Entendre le nom de Quinton lu à haute voix était comme avaler du verre. Mais je me suis ressaisi et j'ai parlé clairement. Retirez-le, avec effet immédiat. Remplacez-le par mon plus jeune fils, Devon Marks, et ma petite fille, Léla Marks. C'était plus qu'une simple paperasse. C'était une déclaration. Quinton avait passé des mois à transformer la pensée de cette police en son ticket d'or, la clé d'un avenir avec Marissa, la justification de ma mort. En l'en effaçant, j'ai coupé le dernier lien qu'il croyait avoir avec ma vie. Il ne tirerait pas un seul centime de mon existence, ni de ma mort. Au lieu de cela, ceux qui m'avaient aimé, ceux qui m'avaient soutenu, seraient ceux qui continueraient. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai revu chaque document avec mon avocat, mon testament, mes comptes, même l'acte de propriété de la maison. Partout où le nom de Quinton avait figuré, je l'ai retiré. À sa place, j'ai gravé ceux de Devon et Léla. Ce n'était pas de la rancune, c'était de la justice. C'était ma vengeance silencieuse, exécutée avec de l'encre et des signatures plutôt qu'avec de la colère. Financièrement, Quinton était effacé de ma vie. Émotionnellement,
j'ai également clos ce chapitre. Pendant des années, j'avais prié pour la réconciliation, espéré son appel, désiré sa présence à table. Mais ce fils n'existait plus. À sa place se trouvait un homme qui me regardait et ne voyait que de l'argent à débloquer. On ne peut pas nourrir l'amour dans un sol empoisonné par la cupidité. Quand j'ai quitté le bureau de l'avocat ce jour-là, l'air me semblait plus léger. Pas joyeux, juste définitif. Quinton s'était déjà détruit au tribunal, mais c'était ma façon de m'assurer qu'il ne pourrait jamais, à travers les barreaux, m'entraîner avec lui. Il était coupé une fois pour toutes. Ma vengeance n'était pas bruyante. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de déclaration. Elle était silencieuse, légale, irréversible. Et dans ce silence, j'ai trouvé une certaine paix. La prison a le don de dépouiller un homme de ses illusions. Et d'après ce qu'on m'a dit, Quinton a rapidement appris cette leçon. Fini les costumes impeccables qu'il portait au tribunal, l'arrogance qu'il tentait de maintenir pendant les interrogatoires. Ce qui restait, c'était un numéro de détenu cousu sur un uniforme. Un homme réduit aux conséquences de ses choix. Il ne pouvait empêcher le monde extérieur de continuer sans lui, et cela devint sa propre forme de punition. Je ne lui ai jamais rendu visite, mais la nouvelle m'est parvenue. Il a vu des photos d'Ila par d'autres mains. Des copies granuleuses passées dans des enveloppes. Ma petite fille, l'enfant qu'il avait autrefois négligé au profit de la poursuite des rêves de Marissa, s'épanouissait sous mon toit. Elle avait de la stabilité, elle avait de l'amour, et elle avait devant, une présence constante qui la traitait comme plus qu'une simple pensée. Ensemble, nous avons fait un foyer où elle pouvait grandir sans l'ombre de la trahison de son père planant sur elle. Devon est devenu le fils sur lequel je me suis le plus appuyé. Celui qui se montrait non par devoir, mais par véritable affection. Il m'emmenait à mes rendez-vous, aidait à la maison, et surtout, ne m'a jamais fait sentir l'absence créée par son père. En le voyant assumer ce rôle, j'ai réalisé à quel point deux frères pouvaient devenir différents sous le même toit. L'un a choisi l'amertume, l'autre a choisi l'amour, et c'est l'amour qui a perduré. Même Kiona, portant les cicatrices de sa propre survie, a trouvé sa place dans ma vie d'une manière inattendue. Le poison l'avait presque emporté aussi. Et ce genre de rencontre avec la mort laisse des marques invisibles. Pourtant, elle n'a pas laissé l'amertume la consumeur. Au lieu de cela, elle a tendu la main. Ce qui a commencé par des conversations polies a évolué vers un lien qu'aucune de nous n'avait anticipé. Nous avons pleuré Harold de différentes manières. Mais dans ce chagrin partagé, nous avons construit quelque chose de solide. Deux femmes autrefois divisées par un homme, maintenant liées par la survie et la perte. Pendant ce temps, Quinton regardait de loin, impuissant derrière les murs de sa prison. Il savait que la famille qu'il avait tenté de fracturer était désormais plus forte sans lui. La mère qu'il avait voulu tuer était vivante et prospère. Le frère qu'il avait écarté était maintenant la pierre angulaire. La fille qu'il avait négligée était en sécurité et aimée. Et la femme qu'il avait failli tuer, Kiona, se tenait à mes côtés comme preuve que son plan avait échoué de toutes les manières possibles. C'était la plus cruelle des ironies. Quinton pensait pouvoir nous détruire pour de l'argent, mais en essayant, il a scellé un avenir où il n'avait aucune place du tout. La famille qu'il a perdue ne lui a pas été simplement arrachée par les circonstances. C'était une famille à laquelle il avait renoncé au moment où il avait choisi la cupidité plutôt que l'amour. Je n'ai pas quitté cette histoire avec un air triomphant. Je n'ai pas organisé de fête ni déclaré que j'étais une gagnante. La vengeance, quand elle vient des mains d'une mère, n'est pas une question de jubilation. Il s'agit de survie, de s'assurer que ce qui était censé vous enterrer ne se relève jamais pour revendiquer une autre part de votre vie. Ma vengeance a été silencieuse, légale et absolue. Quinton avait tout misé sur la conviction que j'étais assez faible pour boire cette bouteille, assez aveugle pour ne pas voir le piège, et assez stupide pour le laisser profiter de ma mort. Au lieu de cela, il s'est retrouvé piégé dans le filet qu'il avait tendu. Le fils qui portait autrefois mon nom sur sa bouteille porte maintenant un numéro de détenu. Le père qu'il idolâtrait est devenu la victime involontaire de sa cupidité. Et la mère qu'il méprisait, moi, reste vivante, stable et intouchable. J'ai mis mon énergie dans ce qui comptait. Devon est resté à mes côtés, et ensemble nous avons construit une fondation sur laquelle il a pouvait compter. Cette petite fille, qui aurait pu être un dommage collatéral dans les plans égoïstes de son père, a grandi dans un foyer sans chaos. Chaque sourire qu'elle me donnait me rappelait pourquoi je me battais si fort pour aller de l'avant,
même lorsque la trahison était si profonde. Kiona aussi est entrée dans mon cercle. Cicatrisée mais résiliente. Nous n'avons pas fait semblant que la mort d'Harold n'était pas tragique. Mais nous avons refusé de la laisser devenir notre fin. Notre lien, né de la douleur, est devenu une autre pièce de la vie que Quinton n'avait pas réussi à imaginer pour moi, une vie pleine de force, de famille et de paix. Et quant à Quinton, je l'ai enfermé dans ma mémoire de la même manière que l'État l'a enfermé en prison. J'ai cessé de rejouer les décides et les peut-être. J'ai cessé de porter le poids de me demander si j'aurais pu le sauver de lui-même. Certaines trahisons brûlent trop fort pour qu'on puisse jamais reconstruire, et la sienne en faisait partie. L'amère ironie de tout cela persiste cependant. Quinton pensait que me tuer lui achèterait l'amour, le luxe et la liberté. Au lieu de cela, cela l'a dépouillé de tout, sa fille, sa liberté et le père qu'il adorait. En essayant de mettre fin à ma vie pour de l'argent, il a détruit la sienne. Alors, j'ai choisi la paix. J'ai choisi de chérir Devon, d'aimer Léla de tout mon cœur, et de clore le chapitre sur le fils qui a pris la cupidité pour le destin. Ce fut ma victoire finale. Pas bruyante, pas cruelle, mais durable. Le genre de vengeance qui ne se contente pas de punir, elle efface pour toujours le pouvoir du traître. Et dans ce silence, j'ai trouvé ce que Quinton n'aurait jamais pu acheter, une paix que personne ne peut voler.